Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Agence Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Awa Seydou Traoré, journaliste et blogueuse mauritanienne. Passionnée par les questions de droits humains, Awa utilise sa plume et sa voix pour donner la parole à celles et ceux qu'on entend moins, en particulier les femmes et les jeunes. Diplômée du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, CESTI, Awa a été la coordinatrice de la plateforme Citizen Lab Mauritanie, initiée par Africtiviste. Elle partage des récits sur son blog Reine d'Afrique, où elle met en lumière les histoires inspirantes de femmes. À travers son travail, Awa s'efforce de déconstruire les idées reçues sur la Mauritanie et de raconter une autre réalité de la région, celle de la résilience, de la solidarité et de l'espoir. Merci beaucoup Awa d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à devenir journaliste ? En fait, ça a été un rêve de petite fille, une voix, m'a marqué d'un journaliste célèbre, Sori Ibrahim Keïta, de par les portraits qu'il faisait. Moi aussi, je me suis dit, je ferai comme cette voix, je raconterai, des histoires de vie et tout est parti à partir de là. Intéressons-nous à la place des femmes dans les médias mauritaniens. En tant que professionnelle dans ce secteur, quels sont les obstacles auxquels les femmes doivent encore faire face en Mauritanie ? La place des femmes en Mauritanie, comme un peu dans la sous-région, ça a été un parcours en fait du combattant. Donc avant, il y avait très peu de femmes dans les médias et une des premières présentatrices a été la première à tracer la voie. Elles étaient très très peu nombreuses dans les médias, présentatrices au départ, techniciennes mais aussi je pense qu'elles ont fait face en fait à d'énormes défis. Avant, il y avait les pesanteurs sociales, peut-être une certaine mauvaise perception de la femme dans les médias. Mais je pense que de par leur courage et de par aussi leur passion à pouvoir exercer ce métier au même titre que les hommes pour faire valoir leurs compétences, elles ont eu à tracer des voies. Avant, elles étaient très peu nombreuses dans les médias, mais aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont journalistes présentatrices, qui sont techniciennes. Il y a même des réseaux de femmes journalistes aujourd'hui en Mauritanie. Je pense que, de par ces difficultés d'hier, elles sont là aujourd'hui encore, certes avec des difficultés, mais je pense que ça a été un parcours inspirant de pouvoir aussi se faire une place dans les médias en Mauritanie. C'est vrai donc qu'il y a une amélioration, mais selon vous, comment est-ce qu'on peut faire encore bouger les lignes pour améliorer encore la place des femmes dans les médias mauritaniens ? Si c'est bien, on peut encore mieux faire, n'est-ce pas ? On peut encore mieux faire parce que jusque-là, en fait, elles sont dans des postes de responsabilité, mais pas suffisamment. Par exemple, la télévision nationale, depuis son lancement, il n'y avait qu'une à deux femmes directrices de télévision. C'est un énorme défi, je pense, de pouvoir davantage faire confiance aux femmes qu'elles peuvent. Quand on veut, on peut. Et je pense que la plupart ont des compétences. Il suffit juste, en fait, de leur donner justement cette chance de pouvoir démontrer qu'elles peuvent aussi diriger les instances de décision dans les médias en Mauritanie. Alors, si on ne leur donne pas cette chance, est-ce qu'on a des pistes pour qu'elles se créent cette chance ? Peut-être davantage comme les possibilités qu'offre par exemple le numérique, peut-être développer leurs propres médias à travers le web pour davantage aussi rendre visible leur savoir-faire. Je pense qu'effectivement le numérique demeure aussi un outil justement de pouvoir mettre en œuvre davantage ces compétences de femmes mauritaniennes. On a de jeunes dames comme Alia Abbas qui est une pionnière par exemple dans le journalisme mobile, une jeune
jeune qui a inscrit en fait son nom en s'accrochant au journalisme mobile et elle forme des jeunes et énormément de personnes dans ce secteur-là. Je pense que aussi le fait aussi de mettre en place un jour une école de journalisme digne de ce nom en Mauritanie offre davantage aussi la possibilité aux femmes de se former et aux hommes aussi de se former. Voilà, on a un département au niveau de l'École nationale de journalisme qui forme des journalistes, mais ce n'est pas suffisant. La haute autorité de l'audiovisuel et de la presse fait des plaidoyers dans ce sens, tout comme les confrères. C'est un vide qu'il faut combler, qui va beaucoup aider aussi l'accès des femmes au journalisme. À présent, on va parler de la jeunesse et de l'engagement citoyen en Mauritanie. Nous le savons, la population mauritanienne est jeune. Plus de 50% de la population a moins de 19 ans. Et plus de 6 Mauritaniens sur 10 sont âgés de moins de 25 ans. La jeunesse est donc une force vive pour le pays. Et de manière générale, comment est-ce que vous percevez l'évolution de l'engagement citoyen des jeunes en Mauritanie ces dernières années? Je pense que c'est une évolution encourageante. Moi, je me rappelle quand nous étions à l'université en 2001 à 2005, l'université de Nouakchott, on n'avait pas suffisamment de jeunes qui étaient engagés dans la vie associative, mais il y a eu tout un boom. Et je pense que de plus en plus, c'est une jeunesse qui s'affirme, qui contribue en fait à la vie active, tant sur le plan social que sur le plan politique, qui mérite davantage d'être encouragée, beaucoup plus structurée, qu'on puisse davantage l'écouter. Je pense que c'est un engagement en fait qui est évolutif et les femmes sont très nombreuses aussi dans les associations. Voilà, je suis admirative de cet engagement. Comme on parle d'admiration, d'engagement, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives marquantes à nous partager et destinées à renforcer cet engagement citoyen des jeunes? Une des initiatives qui a beaucoup marqué l'esprit a été par exemple la marmite du partage, qui durant le mois de Ramadan, une initiative de jeunes Mauritaniens autour d'un engagement qui est d'offrir par exemple des repas aux plus démunis. Et ça a été vraiment un moment de retrouvailles. Je pense que ça a inspiré des parcours. Je pense que ça a bouleversé aussi, surtout en termes d'apprentissage. Ça a permis à des jeunes aussi de pouvoir comprendre qu'ils ont aussi un rôle très important social à jouer. On a aussi Voix des femmes, qui est un collectif de femmes qui s'intéresse beaucoup par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes à travers le numérique. Et je pense qu'il contribue à la conscientisation par rapport à ce phénomène pour qu'il y ait une loi digne de ce nom qui protège davantage les femmes en Mauritanie. On a aussi des initiatives comme Je m'engage qui contribuent aussi justement à la sensibilisation autour de la prise de conscience qu'un jeune doit pouvoir aussi contribuer à la vie sociale et associative de son ONG et qui contribue aussi à beaucoup sensibiliser sur les aspects environnementaux, mais qui aussi fait beaucoup de sensibilisation par rapport à la citoyenneté et aussi l'engagement actif des enfants et des jeunes dans la vie d'une nation. On va s'intéresser à l'impact des plateformes digitales sur la circulation de l'information. Le numérique permet, on le sait, d'amplifier les voix marginalisées, mais pose également des défis avec la propagation rapide de fausses informations. Comment les plateformes digitales aujourd'hui peuvent-elles aider à améliorer l'accès à l'information, notamment en milieu rural? Je pense que c'est un enjeu fondamental de mener davantage de réflexion et de pouvoir s'intéresser à cette question parce que justement le numérique a ses avantages et ses inconvénients. La lutte contre la désinformation devient en fait un combat quotidien où les journalistes, les médias, de par aussi les fondamentaux de leur métier, l'objectivité, le recoupement, la diversification des sources, la véracité des faits, doivent davantage veiller justement à contribuer
biais pour qu'il y ait une meilleure circulation de l'information. Mais je pense aussi avoir une approche d'éducation citoyenne aussi, de faire en sorte que les gens aient aussi des réflexes d'alerte. Voilà, j'invite l'info, je vois les titres, je vois le contenu de l'info, mais c'est poser aussi des questions, la source de l'info. Je pense qu'à partir de là aussi, il peut partir des questionnements. Chez nous, Nouakchott, on a beaucoup de médias à Nouakchott, mais on a très peu de médias en fait dans le monde rural. Et souvent aussi, quand les médias ne sont pas assez présents, les gens aussi ont tendance souvent à prendre une info comme ça pour de la véracité, sans ces réflexes-là et sans ces outils, par exemple, de vérification de l'information. Je pense que c'est des réflexes aussi qu'il faut davantage aussi avoir. Par exemple, une fois, il m'est arrivé, il y a un jeune en fait qui a diffusé une vidéo. Il a dit, voilà, un taximan battu à mort. Mais quand moi, j'ai vu l'info, en fait, j'ai eu le réflexe, je me suis dit, mais comme ça, un taximan battu à mort. J'ai contacté l'ambassade de la Mauritanie là-bas pour vérifier, voilà, j'ai vu une info, voilà, est-ce que vous pouvez me certifier ou pas la véracité? Il me dit non, le taximan n'a pas été battu à mort, il a été blessé à travers une tracasserie. C'est juste pour dire que voilà, lui, il a juste filmé une scène et puis il a balancé et puis sans peut-être tenir compte des conséquences que cela aussi peut avoir. Donc, je pense que les réflexes, c'est assez important, mais aussi, en fait, outiller davantage les journalistes sur cette question-là. Par exemple, au Mali, davantage la lutte contre le fact-checking, les journalistes sont davantage outillés au Mali, au Sénégal, voilà, en Côte d'Ivoire. En Mauritanie, en fait, c'est un début de processus qui est en cours, mais qu'il faut aussi encourager, impliquer davantage, justement, et outiller surtout les journalistes sur cette question. Ça tombe bien, comme on parle d'outils, selon vous, comment est-ce que les jeunes et les femmes peuvent utiliser les outils numériques pour partager leurs opinions et leurs histoires? Je pense que l'usage qu'on en fait qui est le plus important. On a souvent, par exemple, une émission interactive sur un plateau TV qui invite, par exemple, les spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, les émissions aussi web, de par leur audience aussi cartonnent beaucoup. Les médias classiques, souvent, c'est très peu suivi. Le rendez-vous, c'est beaucoup plus sur le net. On a pu avoir une émission comme, par exemple, le Chitari en Mauritanie, à un moment donné. C'était une émission qui avait cartonné, voilà, le journal Rappé, comment informer en fait en rappant, une initiative par exemple de Assalamu Alaikum Culture. Je pense que aussi créer beaucoup plus peut-être d'attractivité. Ça peut être une émission podcast, ça peut être une émission aussi télé. Et je pense qu'aujourd'hui les thématiques aussi, c'est le vécu souvent. Ça peut être l'employabilité, ça peut être aussi des parcours inspirants d'un jeune handicapé qui peut aussi inspirer que malgré l'handicap, on peut aussi s'en sortir. Awa Seydou Traoré, merci infiniment pour ce partage inspirant. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sahel.org.